on a évoqué des mots-clés depuis le début de ces interventions, les nouveaux systèmes, les citoyens, les nouveaux écosystèmes. On a choisi, nous, d'inviter aujourd'hui Bruno Garnier, qui est d'abord un fin connaisseur de l'outre-mer, de l'écologie au sens large, mais qui également porte un projet innovant et novateur en matière de nouveaux écosystèmes dont il va nous parler. Merci beaucoup. En tant qu'ingénieur, je vais commencer par définir les termes, par essayer d'aller voir comment est-ce qu'on peut les interroger pour voir comment on peut leur donner du sens. Donc la première chose, c'est l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Vous avez l'économie traditionnelle ancienne, qui est une économie linéaire, où on a des matières premières et de l'énergie, un processus de fabrication qui arrive à un produit fini, et ce produit fini, ensuite, il est utilisé, et une fois qu'il est utilisé, il est jeté dans un endroit où on essaye de le mettre à l'abri de la vue pour qu'il gêne le moins possible les gens, et on va reprendre des matières premières, de l'énergie, et on refait ce cycle linéaire. Le principe de l'économie circulaire, c'est de faire en sorte que les matières premières d'un produit soient les déchets d'un autre produit. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces cercles d'économie circulaire n'ont pas tous la même vertu. Je vais prendre un exemple, je vais prendre l'exemple du recyclage du papier. Quand vous recyclez du papier, vous écrivez sur du papier ou vous imprimez sur du papier, ça arrive dans la corbeille du papier à recycler, c'est récupéré d'abord par des transporteurs qui vont utiliser du gasoil pour l'emmener jusqu'à l'usine où ce papier va être retraité. Ensuite, il y aura plusieurs étapes qui vont demander d'abord de l'énergie, qui vont demander de l'eau, qui vont demander des produits chimiques pour blanchir le papier, pour pouvoir faire un autre type de pâte à papier qui va elle-même permettre de refaire des feuilles. Ce qui veut dire que dans une économie circulaire, il y a systématiquement des intrants qui sont à la fois des produits et à la fois de l'énergie, et il y a systématiquement des déchets qui sont produits par ce cercle d'économie circulaire qui, dans ce cas-là, sont les bouts d'encre qui sont extraites du papier et qui sont un déchet ultime. Et donc là-dessus, on peut comparer deux façons de faire de l'économie circulaire. La première façon, donc, c'est celle que je viens de vous expliquer, qui est le recyclage. La deuxième façon, c'est l'utilisation. Tout en reprenant le même exemple de la feuille de papier, vous avez une feuille de papier qui est utilisée et dont vous n'avez plus besoin, vous la retournez, vous en faites un brouillon. Donc ça, c'est la réutilisation. Il est tout à fait évident que quand on a le choix, la réutilisation est beaucoup plus économe en matières premières et en énergie et beaucoup moins polluante que le recyclage. Donc il faut faire le maximum de réutilisation dans un premier temps et ne faire le recyclage que quand il n'y a pas d'autre solution que ça. Sinon, le recyclage peut paraître à certains comme un espèce de fauné du jetable. On fait du jetable, mais c'est pas grave parce qu'on va le recycler après. C'est pas forcément la meilleure solution pour gérer les choses. Ensuite, deuxième chose, la résilience. La résilience, et dont Monsieur le maire a parlé tout à l'heure, et je vais me permettre de rebondir sur les exemples que Monsieur le maire avait pris. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce qu'on arrive à rebondir quand on s'est pris un gros coup sur la tête. Le gros coup sur la tête, là, l'exemple qu'avait pris Monsieur le maire, c'était un cyclone qui arrive dans une île. On a tous vu aux informations que une fois que l'événement cyclone est passé, il y a un certain nombre de morts, un certain nombre de maisons qui sont
qui sont cassés, etc. Il peut y avoir, en fonction du degré de richesse des pays, soit un suraccident, par exemple à Haïti, quand il y a des épidémies qui se déclenchent suite à une catastrophe naturelle, soit dans des pays qui ont la chance d'avoir des moyens plus importants, ce suraccident ne se produit pas. Donc ça, c'est la première chose au niveau résilience, c'est d'éviter les suraccidents. Et la deuxième chose, c'est, dans le temps le plus court possible, de retrouver d'abord un fonctionnement dégradé mais acceptable du territoire, et dans un deuxième temps, dans un temps lui aussi le plus court possible, d'arriver à un fonctionnement normal du territoire. Et ces deux étapes sont vraiment très importantes parce que ce fonctionnement dégradé mais acceptable, c'est le fonctionnement qui va permettre au secours de travailler à l'intérieur du territoire. Et donc, après avoir défini ces termes, je vais vous parler d'une proposition justement qui gère à la fois ce concept d'économie circulaire et qui a un intérêt dans la résilience des territoires. Ce projet part du constat qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises, qui sont de très très bonnes initiatives, qui sont prises par beaucoup d'associations. Alors je peux citer Emmaüs, mais on peut en citer beaucoup d'autres, les ordinateurs pour l'Afrique, etc., qui sont des initiatives de récupération et de revalorisation des déchets. Par contre, on se rend compte que ce qui manque, c'est un plan d'ensemble qui permet de coordonner entre elles toutes ces initiatives. Et c'est ça que j'aimerais vous exposer aujourd'hui. Donc pour moi, un plan d'ensemble qui permettrait de fédérer toutes ces initiatives se baserait sur 3 axes. Le premier axe, c'est un axe de communication et d'information. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations sur à la fois la réparabilité et à la fois la fiabilité des appareils que nous achetons. Tout ce qu'on peut avoir, c'est la parole du monsieur Chedarty qui va nous dire oui, celle-là, elle est plutôt mieux, celle-là, elle est plutôt moins bien. Mais comment est-ce qu'on peut savoir, nous, en tant qu'acheteurs, à la fois si ces conseils sont vraiment issus de statistiques sur un grand nombre d'appareils, ou si c'est simplement les quelques appareils qu'il a eu l'occasion d'utiliser, et si lui-même n'a pas été influencé par un discours commercial de telle ou telle marque. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte que dans le cycle de vie d'un appareil, l'État intervient à chaque étape. Il intervient lors de l'achat de l'appareil, puisqu'il y a de la TVA qui est payée. Il intervient lors de la réparation de l'appareil, puisqu'il y a aussi de la TVA qui est payée. Et il intervient en fin de vie de l'appareil, puisque c'est l'État qui va recueillir en décharge les appareils en fin de vie. Il y a une seule étape où, pour l'instant, l'État n'intervient pas, c'est sur les réparations pendant la période de garantie. Donc, pendant toutes ces périodes où l'État intervient, l'État ne conserve pas les informations, malheureusement. S'il conservait ces informations, l'État pourrait éditer des statistiques en disant tel produit a une qualité supérieure à tel autre, et ce qui permettrait aux acheteurs de savoir ce qu'ils achètent quand ils achètent un appareil. Le deuxième axe sur lequel pour moi il faut travailler, c'est l'augmentation de la compétence de la filière réparation. Cette filière réparation qui avait
naguère une très grande compétence et connaissant bien l'outre-mer, il y avait jusqu'à récemment en outre-mer, et ça existe encore un peu en outre-mer, plus qu'en métropole, des gens, des MacGyver de la réparation qui savent, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir toutes les choses qu'on a ici, qui arrivent avec un petit peu de scotch et beaucoup d'imagination à réparer un lave-vaisselle, à lui permettre d'avoir une durée de vie plus importante. Aujourd'hui, les réparateurs sont surtout des changeurs de pièces et parfois même, il y en a certains qui sont des gens qui vont plutôt recommander à l'acheteur de racheter un nouvel appareil parce qu'ils seront plus commissionnés s'ils arrivent à vendre un nouvel appareil que s'ils font une bonne réparation. Et le troisième axe, c'est sur les pièces détachées. On se rend compte aujourd'hui que d'obtenir une pièce détachée pour un appareil qui n'est plus neuf, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et d'extrêmement coûteux. Alors comment résoudre ce problème ? Deux choses pour le résoudre. Premièrement, qui est une remontée depuis les réparateurs vers l'État, pour savoir quelles sont toutes les pièces détachées qui manquent, et qu'il puisse y avoir ensuite une centrale d'achat qui permette d'acheter ces pièces détachées neuves en grand nombre. Et deuxième chose qui, à mon avis, est encore plus intéressante, c'est que quand sur les machines à laver, par exemple, qui sont jetées aujourd'hui, il y en a 30% qui sont en état de marche. Il y en a encore 20% où c'est simplement quelque chose de complètement immédiat, c'est-à-dire un filtre bouché ou un fusible à changer. Et sur les 50% qui sont vraiment en panne, en règle générale, il y a un seul élément qui est en panne. C'est soit le moteur, soit la pompe, soit les électrovannes. Mais il est très rare que tous les éléments tombent en panne en même temps. Et donc, ce serait une récupération, lors de la mise au rebut du matériel, récupération de toutes les pièces détachées qui sont encore en état de vivre et de pouvoir donner une vie plus importante à un autre matériel. Alors, pourquoi est-ce que ce projet d'économie circulaire rejoint la résilience des territoires ? C'est que ce projet d'économie circulaire, donc d'une part, va augmenter la technicité des réparateurs locaux. Or, qu'est-ce qui se passe pendant les premières heures après un cyclone ? C'est qu'on a besoin de frigos pour les vaccins, on a besoin d'avoir des cuisines publiques, les cuisines qui sont utilisées en général pour les écoles, qui doivent pouvoir faire des repas pour beaucoup plus de personnes. Et donc, on doit pouvoir immédiatement réparer les choses qui sont en panne et qui sont les plus majeures. Parce que si on apporte des vaccins ou des médicaments et qu'on n'a pas de réfrigérateur pour pouvoir les mettre, eh bien, ces médicaments vont se périmer et ils ne serviront plus à rien. Et donc, le fait d'avoir ces capacités de réparation sur place permettra justement d'arriver jusqu'au premier fonctionnement dégradé, mais acceptable, le plus vite possible.